Poutine a essentiellement obtenu ce qu'il voulait. Je veux dire, quelques kilomètres ici et là, peut-être pas. Il ne cherchait pas au départ à gagner du territoire. Il voulait que l'OTAN parte. Il ne voulait pas avoir de troupes étrangères à sa frontière, et il voulait avoir accès à la mer Noire. Et il voulait des garanties de sécurité pour la population pro-russe, russophone, peu importe comment vous les appelez, à l'Est. Et maintenant, il les a. Il a beaucoup plus que ce qu'il avait initialement visé. Donc, il sort de cette guerre en tant que pays beaucoup plus fort qu'il ne l'était en y entrant. C'est une chose intéressante. Je veux dire vraiment, il voulait démembrer la Russie. Maintenant, il négocie avec la Chine et les États-Unis sur un pied d'égalité. Vous savez, c'est fini pour lui. Alors pourquoi devrait-il changer cela? Pourquoi devrait-il aller dans quelques villages du Donbass qu'il n'avait pas ou autre? Je veux dire, pourquoi devrait-il abandonner cela? Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz, des études sur la neutralité, et j'ai le grand honneur aujourd'hui de parler à Michael von der Schulenburg, un membre allemand du Parlement européen. Dans sa jeunesse, M. von der Schulenburg a échappé au régime communiste en Allemagne de l'Est, puis a étudié à Berlin, Londres et Paris, après quoi il a commencé à travailler pour les Nations Unies, notamment en tant que secrétaire général adjoint de l'ONU. Il a servi dans de nombreuses régions troublées du monde, telles qu'Haïti, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran et bien d'autres. Il a également écrit le formidable livre sur la construction de la paix, le sauvetage de l'État-nation et le sauvetage des Nations Unies. Sans surprise, il est également un critique virulent de la politique belliqueuse de l'Union et de ses États membres, comme nous le voyons actuellement. C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, Monsieur von der Schulenburg, bienvenue. Merci beaucoup. Oui, au Japon, je suppose. Exactement. Long distance. C'est le cas. Mais nous avons trouvé un très bon moment pour discuter ensemble. Et je suis vraiment impatient d'entendre votre évaluation de ce qui se passe actuellement dans l'Union européenne, car nous assistons à cette poussée pour la remilitarisation. Et vous savez, dans votre livre, vous avez tout un chapitre intitulé « La paix nous échappe-t-elle » La paix est-elle déjà perdue, non seulement en Europe de l'Est, mais aussi dans l'esprit de paix? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Et curieusement, par quelqu'un que je pensais ne jamais aimer, M. Trump. Vous savez ce qu'il fait là-bas, et je connais un peu les négociations, comment il le fait. Je veux dire, il le fait toujours, avec sa voix forte, et tout le théâtre qu'il a. Mais c'est très professionnellement fait. La paix en Ukraine. Et le plus triste, c'est que bien que ce soit une guerre sur le territoire européen dans l'un de nos pays voisins, l'Union européenne n'a pas pu y apporter la paix. Les Américains ont dû venir. Je veux dire, incroyable. Vous savez, j'étais mercredi au Parlement européen. Nous avons encore approuvé une résolution sur l'Ukraine dans laquelle nous avons appelé à continuer la guerre. Continuer la guerre, alors qu'il y avait des négociations de paix à Jeddah. Incroyable. Il y avait quelqu'un qui se levait et disait, « Vous savez, ne devrions-nous pas le reporter et attendre de voir ce qui se passe ?» Cela a été rejeté par une majorité de conservateurs, de libéraux et des Verts, bien sûr. Je veux dire, parfois je m'assois dans ce Parlement et je pense que ce que j'observe là ne peut pas être vrai. Maintenant, en attendant, cette résolution contient également un langage haineux envers Trump. Je veux dire, qui sommes-nous? Je veux dire la petite Europe, 5% de la population mondiale. Maintenant, je veux dire, selon Pricewaterhouse, en 2050, l'Europe sera, en tant qu'Union européenne, nous disons « Oh, c'est l'Europe, Parlement européen ». Ce n'est pas le Parlement européen, c'est le Parlement de l'UMBR. Et vous savez, nous serons 4,5% de la population, et nous n'aurons que 9% du PIB mondial. 9%.
Global GDP, 9%. I mean, we are small. So what do we do there? Je veux dire, nous sommes petits. Alors que faisons-nous là-bas? Nous voulons devenir une superpuissance, et nous nous comportons déjà comme si nous en étions une. Non, je pense que l'Union européenne va s'effondrer sur sa politique ukrainienne. Un effondrement, je pense. Nous sommes très proches de l'effondrement, et l'effondrement viendra des finances. Parce que ce que nous essayons de faire, c'est cette politique de militarisation. Le coût de la guerre, la reconstruction de l'Ukraine, peut-être l'adhésion de l'Ukraine. Je veux dire, c'est fou, l'adhésion de l'Ukraine. Je veux dire, cela va dans les trillions. Nous n'avons pas l'argent. Je veux dire, cette dernière décision de 800 milliards, pas un sou n'est là. Pas un sou n'est là. C'est juste une intention. Il n'y a pas d'argent. Et donc je pense que l'Union européenne a complètement perdu le contact avec la réalité. Et c'est très triste, parce que nous sommes des pays européens avec une telle tradition de diplomatie, une si longue tradition. Nous avons une tradition de guerre, bien sûr, et de comment nous résolvons les guerres. Tout semble être oublié. Vous y avez été et vous avez vu ce processus se dérouler. Comment sommes-nous passés d'une époque où nous avions des personnes qui faisaient de la réelle politique, comme Willy Brandt et Olof Palme, à cette abomination? Comment en sommes-nous arrivés là? Aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense que ce groupe de politiciens a estimé que la guerre en Ukraine était une occasion de faire de l'Union européenne un État, parce que la population ne le veut généralement pas. Vous savez, il y avait un sentiment de solidarité. Nous devons aller main dans la main contre cet ennemi extérieur, bla, bla, bla. Et vous savez, cet impérialiste qui veut occuper et prendre un café à Vienne et toutes sortes de choses. Oui, et je pense que ça échoue. Ça échoue, tout simplement. Et nous sommes devenus un véritable adversaire des États-Unis maintenant. Mais nous n'en avons pas les moyens. Nous avons des résolutions qui font 13, 18 pages, et pas un seul mot sur la diplomatie et les négociations dans tout cela. Je veux dire, ces résolutions, à mon avis, sont des violations de la Charte des Nations Unies, parce que dans la Charte des Nations Unies, tous les pays du monde, les 193, y compris tous les Européens, ont convenu que nous devrions négocier nos conflits afin de prévenir les guerres, ou lorsque les guerres commencent, d'aider à les terminer très tôt. Et nous ne faisons pas cela. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, vraiment, je ne peux pas comprendre. Je suis stupéfait là-haut. Je veux dire, les Européens ont déjà participé à des guerres imprudentes. Certains États européens de l'UEBWERV ont été impliqués dans la guerre en Irak. Pas tous. C'était la coalition des volontaires. L'Allemagne n'a pas suivi. Mais maintenant, avec celle-ci en particulier, il semble que cela ait galvanisé les Européens, ou comme la guerre de l'UM et de l'IE, presque entièrement, à l'exception de la Hongrie et de la Slovaquie. Cela les a galvanisés dans une frénésie guerrière contre un vieil ennemi. C'est presque une ivresse. J'ai une frénésie. C'est une ivresse. Vous savez, vous avez perdu le contrôle. Les mots utilisés au Parlement sont pires que ce que j'ai entendu pendant la guerre Iran-Irak. Vous savez, pendant la guerre Iran-Irak, la négociation a eu lieu en fait chez moi pour le cessez-le-feu. Nous avons presque perdu la vie à cause de cela. Mais vous savez, on pouvait parler à toutes les parties, et elles nous parlaient au moins de manière rationnelle. Mais ici, ce n'est plus le cas. Vous savez, par exemple, dans toutes les guerres que j'ai vécues, et j'ai vu beaucoup de guerres, vous savez, c'était toujours mon travail. Les deux parties ont toujours essayé de garder le contact, très souvent par l'intermédiaire de l'ONU. Je veux dire, la guerre Iran-Irak, qui était la plus grande, avec 1 million de morts, 8 ans de longue guerre. Vous savez, c'était l'ONU. Et c'est pourquoi j'étais d'un côté. Je sais que nous avons avancé et reculé, mais nous avons avancé et reculé, parce que les deux parties étaient d'accord. Now, we don't have any communications whatsoever.
Maintenant, nous n'avons absolument aucune communication. Je veux dire, pour qui nous prenons-nous? Je veux dire, nous perdons toutes ces choses. Donc, je pense que l'Europe va être le grand perdant. Je veux dire, le grand perdant est bien sûr l'Ukraine. Ce que je dis, c'est que c'est un très grand perdant. Mais l'autre perdant, c'est l'Europe. Et je pense que nous serons impactés pendant de nombreuses années, par ce que nous faisons. Maintenant, nous voulons avoir plus d'argent pour l'armée. Beaucoup plus d'argent. Je veux dire, nous parlons maintenant dans la résolution de 4% du PIB. Ce sont des montants énormes. Cela signifie que notre armée, dans ce cas, serait quelque chose comme 5-6 fois plus grande que celle de la Russie. Ce qui crée bien sûr, en Russie aussi, une réaction. Vous savez, vous ne pouvez pas seulement augmenter vos forces conventionnelles. La Russie s'appuiera bien sûr alors sur les bombes nucléaires, parce qu'elle ne pourrait pas autrement égaler cela. Russia will, of course, rely then on nuclear bombs because they couldn't otherwise match it. So there is no talk about. Il n'y a donc pas de discussion sur des négociations, sur des mesures de confiance, sur la réduction de l'armement en Europe. Pas du tout. Tout est parti. Tout est parti pour rien. Et puis bien sûr, ici hier, dans cette interview, nous avons eu des Autrichiens de très haut niveau. Ils étaient convaincus que la Russie allait vouloir occuper l'Autriche. Je veux dire, oui, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas si je dois rire ou non. Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire, la Russie peut mener cette guerre. Je veux dire, ils ont besoin de 3 ans pour gagner quelques kilomètres. Ils n'ont même pas encore pris tout le Donbass. Bien sûr, ils gagnent à la fin, mais c'est avec d'énormes efforts. Et vous dites qu'ils veulent attaquer des pays de l'OTAN. Même lorsque le service secret aux États-Unis dit qu'il n'y a aucune chance que la Russie attaque un pays de l'OTAN, nous disons cela. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que nous devons essayer de répondre, d'une manière ou d'une autre. Comment est-il possible que dans le récit, la Russie est maléfique et la Russie est un agresseur maléfique, nous ayons en même temps une partie du récit qui dit que si nous envoyons simplement plus d'armes en Ukraine, nous briserons la Russie. D'un autre côté, nous avons l'argument selon lequel la Russie attaquera l'Autriche demain. Comment ces deux croyances sont-elles possibles en même temps, jusqu'au plus haut niveau des politiciens qui alimentent cela? Et si je vous écoute, je pense que vous dites que les gens au Parlement européen ne disent pas seulement cela pour faire croire aux autres. Ils le croient eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils y croient vraiment. Oui, ils y croient. Hier, nous avons eu quelqu'un qui était le plus haut juge en Autriche. Je veux dire, elle était catégorique. Et elle n'avait aucune idée des guerres et de la paix. Je dois dire que, vous savez, je connais un peu ce sujet. Elle était catégorique que la Russie était sur le point de nous attaquer. J'ai dit, mais comment? Vous savez, je lui ai lu le rapport des services secrets des États-Unis. Ils font un rapport annuel sur la menace pour les États-Unis, où ils disent clairement qu'il n'y a pas de menace de la Russie d'attaquer un pays de l'OTAN. Et nous le disons néanmoins. Et je lui ai lu et elle a continué à argumenter. Je ne sais pas. Je ne sais même pas quoi dire. Et des gens comme moi qui connaissent un peu la guerre, je veux dire, je suis traité comme un traître. Bien que j'essaye de dire, je veux dire, vous savez, toutes les guerres sont comme celle-ci. Vous savez, dans toutes les guerres, nous avons de la propagande et nous nous comportons comme un pays en guerre en racontant que l'autre est coupable. C'est pareil dans toutes les guerres. Nous voulons justifier à notre population pourquoi nous allons en guerre, pourquoi nous dépensons de l'argent pour cela et pourquoi nous tirons sur quelqu'un d'autre. Donc, nous devons être les bons et ils doivent être les méchants. C'est typique de toutes les guerres. Et quiconque dans le pays qui parle contre cela est, bien sûr, un traître parce qu'il sape la défense de guerre, la mentalité de guerre du peuple ou autre. Mais je leur ai dit, maintenant que nous sommes très proches d'un cessez-le-feu, vous devez abandonner cela, parce que nous savons que c'est de la propagande. C'est de la propagande pour justifier nos investissements dans la guerre en Ukraine. Maintenant, nous devons
nous rassembler. The war of Ukraine. Now we have to come to a conclusion. What this war Nous devons tirer une conclusion sur ce que cette guerre était vraiment. Et nous savons que les Américains disent maintenant de quoi il s'agissait. Ils disent que c'était à propos de l'OTAN. Trump le dit. Trump dit que Biden a causé la guerre, pas Poutine. Et puis nous disons que c'est Poutine. Je veux dire, la chose rassurante dans tout cela, c'est que l'Europe ne peut rien faire. Vous savez, toutes ces résolutions ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire des choses insensées. Mais ce qu'elles font, bien sûr, c'est saper l'Europe. Vous savez, quand Merz a été élu, il a été élu parce qu'il espère revitaliser l'économie en Allemagne. Mais comment peut-il revitaliser l'économie alors qu'il se coupe en même temps de l'Est? L'Est est pour nous bien plus important que les relations transatlantiques sur le plan économique. C'est là que se trouvent les matières premières. C'est là que se trouve l'énergie bon marché. C'est là que se trouvent les marchés en Chine et en Inde, en Asie centrale. Je veux dire, maintenant, nous ne pouvons plus y aller parce que nous avons une guerre, nous avons les sanctions et nous avons un pipeline qui a explosé. Et nous semblons penser que nous pouvons relancer notre économie sans construire de pont vers l'Est. Je ne sais pas. En même temps, nous devons maintenant faire face aux tarifs de M. Trump. Je veux dire, même alors, nous ne commençons pas à réfléchir. C'est juste une perte totale de... je ne sais pas. Nous disons en allemand « Kopflos ». Vous savez, vous perdez votre cerveau, n'est-ce pas? Sans tête. Et nous avons aussi des politiciens très faibles, bien sûr, en Europe, n'est-ce pas? Je veux dire, regardez celui-ci, Macron. Je veux dire Macron. Vous savez, il n'est même plus majoritaire et il veut envoyer des soldats en Ukraine, ce qui n'arrivera pas, n'est-ce pas? Cela n'arrivera pas, n'est-ce pas? Vous savez, un leadership faible est une chose, mais un leadership qui est si totalement irrationnel, même lorsque la réalité frappe avec la force d'une guerre, et puis frappe sur de nombreux autres fronts. Je veux dire, le fait que la plus grande menace pour le territoire européen ne vient pas de la Russie, mais des États-Unis, qui disent qu'ils veulent le Groenland et l'enlever au Danemark, n'est-ce pas? La menace pour la démocratie vient de l'intérieur, comme ce que nous avons maintenant en Roumanie. Et juste quelqu'un qui était comme « Vous ne pouvez pas courir parce que vous ne pouvez pas courir ». Je veux dire, je vais aux États-Unis. Je peux parler à l'Université de Columbia, comme en janvier. Je ne serai jamais accepté pour parler dans une université allemande. Je n'obtiendrai jamais une salle. C'est juste comme ça. Je veux dire, les Allemands sont toujours les pires dans toutes ces choses. Et oui, c'est la situation actuelle. Et oui, mais vous savez, la réalité nous rattrapera. Et je pense que cela sera très coûteux. Oui, coûteux, en termes de perte de développement économique, mais aussi le coût de la guerre en Ukraine. Je veux dire, la paix va être très très chère, probablement plus chère que la guerre elle-même. Absolument. Et il doit y avoir une voie à suivre. Mais ma crainte est bien sûr que cette vision lunatique du monde continue. D'un autre côté, nous avons de fortes indications que sur le terrain, les gens changent leur perception. Et vous savez, il y a des partis des deux côtés, à droite et à gauche, qui disent maintenant, en Allemagne, en France, et ainsi de suite, et en Hongrie déjà depuis un moment, ce n'est pas ainsi que nous pouvons continuer. Certainement très peu à gauche. Je veux dire, le parti de gauche en Allemagne est devenu très pro-guerre, vraiment pro-guerre. Au Parlement européen, la majorité vote pour toutes ces résolutions de guerre. Je veux dire, la gauche. Et donc, nous laissons, en fait, et je pense que c'est probablement l'un des problèmes que nous aurons à l'avenir, nous laissons, en fait, la paix au parti de droite. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose, parce que vous savez, la guerre est toujours une injustice sociale, n'est-ce pas? Dans l'extrême, je veux dire, qui est dans les tranchées.
Le petit gars, vous savez, et qui conduit une voiture ici des Ukrainiens, les Maserati. Je veux dire, vraiment ces voitures, ce sont les Ukrainiens qui sont dehors. Really, these cars, I mean, these are the Ukrainians who are out. And inflation or the Et vous savez, l'inflation ou le coût de ce genre de choses. Je veux dire, c'est toujours la classe ouvrière, la classe à faible revenu, les retraités. Donc cela devrait vraiment être à gauche, mais ce n'est pas le cas. Et nous avons essayé cela avec Sarah Wagenknecht, mais nous avons perdu les élections. Et maintenant, nous avons au Parlement allemand, vous avez dit que les gens sont en quelque sorte contre la guerre. Mais au Parlement allemand, ils ont voté uniquement pour des partis qui sont pour la guerre. Il n'y a pas maintenant un seul parti au Parlement allemand qui soit contre, sauf l'AfD bien sûr. Mais c'est une autre chose. Je veux dire, la gauche, tous ces partis sont pro-guerre et pro-armement, réarmant l'Europe. Pourquoi faire? rearming Europe. What for? For a war that doesn't exist. Pour une guerre qui n'existe pas. J'essaie de m'expliquer cela car je me souviens de la guerre en Irak et de l'opposition massive qu'elle a suscitée, surtout de la part de la gauche. Especially by the left. And Yeah. this left And by the Greens at the time. Et par les Verts à l'époque. Par les Verts, vous imaginez? C'était les Verts à l'époque. Vous savez que j'ai servi en Irak, n'est-ce pas? J'ai travaillé pour l'ONU en Irak. J'étais un négociateur en chef là-bas. Oui. Yeah. but during the Mais pendant la période Irak-Iran, ou ensuite la seconde, les deux. Oh, that was Iran. Et c'était l'époque de la guerre Iran-Irak. J'étais en Iran, puis la guerre en Irak. Je veux dire, c'était en Irak. Ce n'était pas tous ces pays. All these countries, yeah. what is your view Quelle est votre opinion sur l'influence, role of the United le rôle des États-Unis sur la mentalité de sécurité européenne? security psyche? Yeah, I think now we have a deep split. Oui, je pense qu'il y a maintenant une profonde division entre les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et c'est une division qui va durer. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît facilement, et cela ne disparaîtra même pas après Trump. Je pense qu'il y a maintenant une profonde méfiance des deux côtés. L'Europe va être perdante. L'économie de l'Europe est à la traîne par rapport à celle des États-Unis. Nous avons très peu de chances de rattraper toutes les choses. Les innovations sont en baisse en Europe. Vous savez, tout ce qui est haute technologie, intelligence artificielle, toutes ces choses, nous n'avons presque plus rien. Donc je pense que nous sommes vraiment en train de reculer maintenant. Et je pense que oui. Je pense que c'est une division maintenant qui va durer. D'un autre côté, les États-Unis se retirent des guerres qu'ils ont causées, comme la guerre en Ukraine et toutes les autres guerres autour de nous. Elles sont toutes causées par les États-Unis, mais les coûts reviennent ensuite aux Européens. Yes, all while Oui, the United tout en continuant à dire que l'Europe doit payer sa juste part, ce qui est énorme. which is tremendous. While saying that they La géographie leur est très favorable. Ils se retirent simplement au-dessus de l'Atlantique. yeah, and then there's Oui, et ensuite ils sont en sécurité. Et je veux dire, même pendant la guerre froide, et encore aujourd'hui, il était assez clair que s'il devait y avoir un échange nucléaire, ce serait l'Europe qui disparaîtrait en premier. Et les Européens aujourd'hui sont prêts à accepter cela. the Europeans today are willing to have that. I mean, yesterday, there was a very strong feeling against Trump, of course. Il y avait un sentiment très fort contre Trump, bien sûr, parmi les progressistes là-bas. Et j'ai dit, vous savez, je n'aime pas Trump non plus. Mais vous ne devriez pas oublier, parce qu'il a commencé à parler à Poutine, que la menace de guerre nucléaire a disparu. Je veux dire, c'est une grande chose pour les Européens, parce que cette guerre nucléaire se déroulerait sur le territoire européen, surtout en Allemagne, avec toutes les bases américaines. Je veux dire, nous serions finis en 10 minutes, peut-être 12. Et nous ne pouvons pas être heureux à ce sujet. Nous devrions être très heureux, parce que maintenant c'est très improbable. Maintenant, ils se parlent. Very unlikely. Now they talk to each other, no? We should also be very happy that in neighboring countries. Nous devrions également être très heureux que dans le pays voisin, vous savez, c'est 100 000 jeunes qui meurent, surtout à la fin de la guerre. Habituellement à l'ONU,
nous supposons toujours que dans les derniers mois de toute guerre, la plupart des gens meurent. Parfois, la moitié des soldats meurent seulement dans les derniers mois. Et la raison est, bien sûr, du côté perdant. Ils doivent se déplacer de leur position de défense. Et ils commencent à se désintégrer. Et l'organisation ne fonctionne pas. De plus, quand vous regardez les Premières et Secondes Guerres mondiales, la plupart des gens sont morts dans les 6 derniers mois. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est une boucherie. Je veux dire, c'est une boucherie qui se passe là-bas. Et je dis aux Européens, je veux dire ce que vous faites, c'est que vous soutenez le meurtre. Je veux dire, c'est un meurtre parce que vous ne pouvez même plus appeler cela une guerre, parce que les Ukrainiens ne peuvent pas la gagner. Vous ne pouvez pas la gagner. Alors vous feriez mieux de dire cessez le feu. Mais si je dis cessez le feu au Parlement, j'ai parfois ces discours d'1 minute. Je suis attaqué au Parlement vraiment durement. Je veux dire, y compris que ma famille devrait avoir honte de moi. Je dis seulement ce que j'ai toujours dit à l'ONU. Et vous savez, c'est incroyable. Incroyable. Et je pense que c'est à l'avantage des Ukrainiens. Ce que je dis parce que bien sûr, je ne veux pas cela. Je veux que l'Ukraine survive en tant que pays et je veux que le moins de personnes possible meurent et des choses comme ça, qu'elles n'aient pas à quitter leur pays d'origine et des choses comme ça. Et je suis plus contre cela. Mais vous ne pouvez le faire que lorsque vous terminez la guerre, lorsque vous mettez fin à la guerre et commencez à négocier. Ils ne le comprennent pas. Il y a juste ce sentiment très très fort que cette guerre ne peut se terminer que d'une seule manière, à savoir la victoire de l'Ukraine, la récupération de tout le territoire et Vladimir Poutine à la haie. C'est la seule issue acceptable. Oui, oui, oui. Absolument. Absolument. Ils pensent qu'ils sont du côté moralement supérieur, ce qui n'est pas le cas. Et ils n'ont rien à faire. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une guerre non provoquée et des choses comme ça. Si vous dites cela, cela crée une telle colère parmi ces gens. Et c'est une grande majorité. Je veux dire, sur les 700, régulièrement 500 votent pour la guerre parmi les députés. Pouvons-nous parler de cette colère? Parce que la colère survient lorsque les gens se sentent non seulement incompris, mais aussi lorsqu'ils ont l'impression que l'autre personne les attaque personnellement, n'est-ce pas? Mais vous parlez évidemment d'un événement des affaires mondiales. Pensez-vous que ces personnes ont à ce point intériorisé ces récits, que ces récits font désormais partie de leur vision du monde? C'est comme si vous affirmiez que le ciel est rouge et qu'à un moment donné, ils se mettent en colère parce que, évidemment, le ciel est bleu. Hier, oui, je pouvais dire ce que je voulais. Ils pensaient que j'étais fou. Maintenant, Poutine va nous attaquer. Il a tellement d'armes. Et j'ai dit non. Nous venons d'avoir un nouveau rapport de l'Institut suédois de la paix, qui, vous savez, montre que l'OTAN représente 60% de toutes les dépenses militaires. 41%, rien qu'aux États-Unis. Et l'Europe prise ensemble représente quelque chose comme 17%. La Chine est à 10%. Et la Russie n'est qu'à 5%. Je veux dire, je dis, de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Je veux dire, nous avons un tel excédent d'armement et de technologie dans la guerre. Je veux dire, pourquoi la Russie devrait-elle nous attaquer? Je veux dire, ce sont eux les plus petits ici. Et vous ne pouvez pas en parler. Ce n'est tout simplement pas accepté. Ce n'est tout simplement pas accepté. Et je vous le dis, je pense que c'est parce que c'est une chose typique de certaines élites politiques, vous savez, et pensent comme celle-ci. Je pense que c'est parce qu'ils réalisent tous que l'Europe a perdu sa voix. L'Europe a perdu ce qu'ils ressentaient encore comme une sorte de mandat pour diriger le monde, en particulier les pays européens. Je veux dire, pendant le temps où je suis là, je dirais que 80 ou peut-être 85% de toutes les résolutions que nous adoptons sont des jugements moraux sur d'autres pays. Ainsi,
Le Parlement européen se comporte comme s'il était une sorte d'institution morale du monde. Vous savez, constamment, nous avons quelque chose sur le Soudan, quelque chose sur l'Azerbaïdjan, quelque chose sur l'Arménie, quelque chose, bien sûr, sur la Russie, la Chine, blablabla. Je veux dire, nous avons constamment une résolution selon laquelle d'autres pays ne se comportent pas correctement. Incroyable. Juste les Européens sont, quand je regarde ces 700 personnes, vous savez, 700 personnes, la plupart d'entre elles, je veux dire, que savent-elles de ces pays? I mean, what do they know about these countries? I mean, I wouldn't even allow myself to judge a country so quickly. Je veux dire, je ne me permettrai même pas de juger un pays si rapidement. J'ai servi pendant de nombreuses années. Je veux dire, c'est une chose difficile. C'est difficile de dire si c'est bien ou mal. Je ne pense pas en ces termes moraux, mais ils se sentent bien. Maintenant, il y a une chose intéressante. Il y a 3 jours, il y a eu une résolution sur la Syrie où ils ont soutenu cet Al-Shara, sans poser de questions sur le fait qu'il fait la bonne chose, blablabla. Il n'y a pas eu de condamnation de ce terrible meurtre des Alaouites par le Parlement européen. Maintenant, nous savons que la Russie et les États-Unis ont appelé à une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie lundi. Et je peux vous assurer que les États-Unis ont déjà, du moins l'administration Trump, dénoncé ces meurtres. Et je suis sûr que cette résolution du Conseil de sécurité passera avec la Chine. This Security Council resolution will come through with China, United States and Russia. And the Europeans will... Les États-Unis, la Russie et les Européens, encore une fois, retiennent. Et ce sera bien plus juste sur ce qui se passe réellement en Syrie que ce que nous faisons jamais. Donc le monde entier pour moi aussi a changé. Vous savez, j'ai toujours pensé que nous étions en fait un peu les gens plus réfléchis et que les États-Unis étaient un peu l'entité plus belliciste. Non, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et vous savez, c'est quelque chose que vous savez, je ne sais pas. Peut-être que lundi, je veux faire un petit extrait pour remercier Trump pour ce qu'il a fait là-bas. Voyons comment la pièce se développe. Parce que je me sens tellement embarrassé que ce Parlement ait en quelque sorte ce langage haineux contre lui. Dans les résolutions, pas seulement dans les discours, dans les résolutions. Permettez-moi de vous demander, est-ce la fin de l'Europe? Let me ask you. It's the end of Europe. I mean, we're committing suicide. Je veux dire, nous nous suicidons. Malheureusement, je pense que vous avez absolument raison. Mais laissez-moi vous demander, cela signifie-t-il que l'URSS n'est plus un acteur rationnel? Il y a d'autres processus qui guident maintenant une grande majorité de personnes. C'est comme une psychose de masse. Ils ne sont pas rationnels. D'après votre expérience, avez-vous déjà eu une situation similaire où vous saviez que l'un des 2 côtés d'un conflit, ou les nombreux côtés d'un conflit, n'était pas un acteur rationnel? No. You know, sometimes when I speak, Non. Vous savez, parfois quand je parle, quand j'explique comment nous menons des négociations, je dis toujours que l'une des choses que vous examinez chez les parties en conflit est qui se comporte de manière rationnelle. Et rationnel n'a rien à voir avec se comporter bien ou mal. Cela signifie simplement qu'il y a quelqu'un ou un leader qui sait ce qu'il veut. Cela pourrait être quelque chose de très mauvais, et nous pouvons nous attendre, pendant la négociation, à ce qu'il se comporte en conséquence. Cela signifie rationnellement par rapport aux choses. Cela rend les négociations faciles. Vous avez bien sûr des parties où vous ne l'avez pas. Et j'ai toujours dit que lorsque vous regardez la guerre en Ukraine, et c'était pendant l'administration Biden, le plus rationnel est Poutine. Non pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est juste que nous savons ce qu'il veut, et il se comportera en conséquence. Et vous l'avez vu maintenant lors de la conférence de presse sur l'acceptation des choses. Press conference on accepting the things. Very rational, very rational. Très rationnel, très rationnel. Alors peut-être les États-Unis, parce qu'ils veulent que l'Ukraine à l'époque renforce leurs revendications d'un monde unipolaire. Mais l'Europe, rien du tout. Vous ne sauriez même pas quoi négocier avec eux. Vous ne pouvez pas vraiment négocier sur des revendications selon lesquelles Poutine veut attaquer l'Europe. Je veux dire, il n'y a rien à négocier, parce que cela n'existe pas.
Donc, vous devez revenir à ce que la guerre concerne, si vous voulez négocier des cessez-le-feu ou la paix ou autre chose. C'est surtout des cessez-le-feu. La paix est très. Donc cela ne se produit pas. Donc l'Europe est irrationnelle. Vous savez, quand je suis là-bas, je demande parfois et je dis, si l'UEMLA s'asseyait et définissait quels sont ses intérêts, quels sont ses véritables intérêts, alors vous ne pouvez pas dire que les sanctions sont dans leur intérêt. Then you can't say that the sanctions are in their interest. You can't say that having a fight with On ne peut Russia pas dire qu'avoir un conflit avec la Russie est dans leur intérêt. On ne peut pas dire qu'un conflit avec la Chine est dans leur intérêt. On ne peut pas dire que détruire l'Ukraine est dans leur intérêt. Je veux dire, c'est pas dans leur intérêt. Si nous voulons nous développer économiquement, nous avons besoin de l'Est. Donc ce que nous faisons maintenant est complètement irrationnel. Aussi dans le sens où nous sommes incapables de formuler nos intérêts. Tout cela est couvert par ce langage idéologique et moralisateur de défense de la démocratie, ou toutes ces choses amusantes. Même maintenant, le leader du parti de gauche en Allemagne a dit, vous savez, nous défendons la démocratie à la frontière avec la Russie. Avant, c'était en Afghanistan. Je veux dire, le récit est si fort qu'il y a très peu à discuter, en fait. Est-il possible que cette situation soit le résultat de la structure institutionnelle de l'Union européenne? Car il y a tellement de groupes individuels impliqués que rien d'autre que l'idéologie ne peut en sortir. Qu'il y a juste Je veux dire, j'ai dit que toute la politique ukrainienne mettra désormais en danger l'avenir de l'Union européenne. Je veux dire, nous serons vraiment secoués. Vous verrez que la solidarité s'effritera maintenant, petit à petit, non? Cela a déjà commencé, non? Pas seulement la Slovaquie et la Hongrie. Je veux dire, vous savez, je pense que les Polonais le verront différemment, de manière très intéressante, et les Italiens, et des choses comme ça. Donc, cela viendra l'un après l'autre. Maintenant, les Néerlandais ont voté contre l'armement de l'Europe. Et donc, je pense que cela viendra maintenant de plus en plus. Ainsi, la solidarité de l'Europe s'effritera, et elle s'effritera encore plus si le coût de la guerre nous revient. Vous savez, si nous voulons vraiment avoir 3%, 4%, nous n'avons pas l'argent pour cela. Et puis vient tout ce que nous voulons, réarmer l'Ukraine. Nous n'avons pas l'argent pour ça. Ensuite, si nous devons reconstruire l'Ukraine parce que l'un des objectifs de Trump est de dire « Oh, devenez membre de l'Union européenne » et l'adhésion et des choses comme ça, ce sont des milliers de milliards de dollars. Des milliers de milliards. Et nous ne les avons pas. Nous ne les avons pas. Et nous n'avons même pas les 800 milliards dont il parle maintenant. Nous ne les avons pas. Donc, je pense que c'est généralement l'argent sur lequel on s'effondre, parce que personne ne veut le payer à la fin. Quel est, selon vous, le rôle des Nations Unies? Car d'une part, l'ONU est incroyablement faible en ce moment. D'autre part, l'ONU est la dernière chose avec laquelle tout le monde s'accorde à vouloir être en conformité, même si elle est fortement critiquée. Mais personne ne dit jamais qu'il faut abolir l'ONU. Y a-t-il un moyen de travailler à travers l'ONU pour parvenir à une meilleure situation? Vous savez, l'ONU a commencé à mourir, presque mourir, avec la doctrine Wolfowitz. L'ONU est construite sur un monde multipolaire dans un secteur multidimensionnel. Vous savez, une sorte de paix multidimensionnelle. Alors que ce que je dirais, c'est non, c'est seulement un pays. Nous dirons ce que c'est. Et puis nous changeons. Parle américain. Nous ne pensons plus à la charte de l'ONU. Nous avons parlé dimanche de l'ordre fondé sur des règles. Et cela signifiait, bien sûr, l'ordre américain et des choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que même dans les dernières choses que vous avez publiées, soudainement, il ne parlait plus d'un ordre fondé sur des règles. Il parle de la charte de l'ONU, dont je sais beaucoup. La charte de l'ONU est le droit international basé sur la charte de l'ONU.
UN Charter and the international law based on the UN Charter. Interestingly, if you look at the Il est intéressant de noter que si vous regardez les pays des BRICS, ils disent que notre dénominateur commun est la Charte des Nations Unies. Je veux dire, ces pays sont 6 à 7 fois plus grands que l'Union européenne en tant que groupe. Et donc, je pense que mon argument est qu'avec la fin de la guerre en Ukraine, nous devons réaliser que les guerres entre grands États ne sont plus possibles. Encore moins qu'au cours de la guerre froide, à cause des armes de destruction massive, à cause de toutes les autres technologies, de l'intelligence artificielle, de la vitesse à laquelle les roquettes peuvent maintenant être lancées et ne plus être abattues. Je pense que nous pouvons simplement, aujourd'hui, vous pouvez en 15 minutes détruire le monde entier, non? Et nous devons parvenir à un consensus que cela n'est plus possible. Donc, la Charte des Nations Unies, elle dit, je veux dire, vous faites le résumé, plus jamais la guerre. I mean, you can summarize it. Never war again. That's what the UN Charter basically says. C'est essentiellement ce que dit la Charte des Nations Unies. Je pense que cela deviendra plus important. Et je pense que je suis assez encouragé. Je veux dire, Trump m'a toujours surpris. Il a maintenant invité la Chine et la Russie à discuter de ses fusées et de ses dispositifs nucléaires. Pas l'Europe d'ailleurs. L'Europe n'a pas été invitée, ce qui est une bonne chose, car nous devons d'abord parvenir à un consensus. Pas une bonne chose, mais je veux dire, dans cet état. Une chose raisonnable. Une chose raisonnable. Raisonnable, oui. Oui, raisonnable. Je veux dire dans ces conditions. Et je pense que c'est une bonne chose. Vous savez, nous ne devrions pas oublier ce que Trump fait ici. Il invite 2 pays qui ne sont pas nécessairement de son côté à négocier, donc il sera en minorité là-bas. Mais vous savez que aussi une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le plus grand problème à l'ONU est le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été formé à l'époque coloniale. Lorsque la résolution sur l'Ukraine a été soumise au Conseil de sécurité, les États-Unis l'ont remportée avec 10 voix pour. Cela signifie que tous les pays asiatiques, africains et latino-américains ont voté avec la Chine, la Russie et les États-Unis pour cette résolution. 5 pays se sont abstenus. Ces 5 pays étaient des pays d'Europe occidentale, vous savez, l'UMR et la Grande-Bretagne. Maintenant, la question que cela soulèvera, et je vous le dis, nous l'aurons dans un an. Pourquoi une partie du monde, qui ne représente que 5% de la population mondiale, a-t-elle plus de 33% de voix dans le plus grand organe de décision du monde, le Conseil de sécurité? Nous allons le perdre. Nous allons le perdre. Vous verrez. Le Royaume-Uni va perdre son siège permanent. Mais non, car le Royaume-Uni peut opposer son veto à de telles décisions, n'est-ce pas? Pas si tout le monde est contre. Non, il ne peut pas. En fin de compte, ce ne serait pas possible. Je pense qu'il pourrait y avoir des moyens de contourner cela. Mais je pense que nous avons vu maintenant qu'en raison de toutes nos périodes coloniales, l'Europe est tellement surreprésentée. Et maintenant, généralement, ils voient l'Europe comme ceux qui payent pour le développement, qui font les bonnes choses, vous savez, blablabla. Mais maintenant, ils les voient comme étant pour la guerre. Ils veulent continuer la guerre. Donc je pense qu'ils se sont rendus vulnérables à ce type de critique. Et je vous le dis, ça viendra. J'espère que cela viendra. La question pour moi est de savoir comment réaliser le titre d'un livre écrit par Glenn Deason, qui est comment faire comprendre aux Européens qu'ils ne sont rien d'autre que la péninsule occidentale de l'Eurasie. Comment faire entrer cette prise de conscience en Europe? J'aime beaucoup l'idée, bien sûr. Quoi d'autre êtes-vous? Je veux dire, qu'est-ce que nous sommes d'autres? Au Parlement, nous avons Madame von der Leyen. Elle vient presque comme si elle était la présidente des États-Unis d'Europe. Mais nous n'avons pas d'États-Unis d'Europe. Et elle est en réalité à la tête d'une administration. La Commission est une administration. Ce n'est même pas le gouvernement. Mais elle lève le doigt
et dit, vous savez, tous ces pays qui ne suivent pas nos sanctions, nous avons aussi des sanctions contre eux. C'est le chemin vers la ruine et la rupture, car au final, plus personne ne voudra jouer avec vous. Et vous allez vous retrouver seul, tellement seul. Oui, je vous le dis, comme mes amis indonésiens, les diplomates indonésiens me demandent, « Pascal, qu'est-ce qui se passe avec les Européens? Le monde entier les regarde. » Dites-leur que je suis assis au Parlement européen et que je ne peux pas leur donner de réponse. Je ne peux pas leur donner de réponse. Je ne peux pas leur donner de réponse. Nous n'avons pas non plus de leadership à l'intérieur. Vous savez, Madame von der Leyen n'est pas une leader. C'est une personne obstinée, vous savez, mais Kallas et Kubilius et tous ces gens très bellicistes là-bas, c'est... Non, nous n'avons pas de leadership. Et nous avons aussi, vous savez, Trump n'est pas, vous savez, Macron, Scholz, Merz sera, je dis, probablement encore plus faible. Je pense qu'il va être un chancelier très faible s'il devient jamais chancelier. Et puis nous avons Starmer. Starmer a à peine de la popularité dans son propre pays. Je veux dire, ce ne sont plus des personnes importantes. Quel serait votre conseil si vous pouviez conseiller Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump sur ce qu'il faut faire pour secouer les Européens? Je veux dire, les secouer dans le sens de leur faire réaliser ce qui se passe. Quel serait votre conseil? Que font-ils? Les ignorer. Je veux dire, que pouvez-vous faire? N'avez-vous pas peur que les Européens tirent souvent la mauvaise leçon et se remilitarisent, puis se pulvérisent eux-mêmes? Parce que c'est ma crainte. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Vous savez, le fait est, bien sûr, n'oubliez pas, l'Europe, tout d'abord, a une population vieillissante, une population très fortement vieillissante. Donc ce n'est pas la population avec laquelle on fait des guerres. Ensuite, le pourcentage de personnes qui sont nées ou ont leurs origines dans d'autres pays avec des cultures très différentes a énormément augmenté. En Allemagne, nous voyons presque 25%. Maintenant, ce sera différent avec les Ukrainiens et les personnes venant du Maroc ou d'ailleurs. Ce n'est pas que je sois contre eux, mais nous devons en fait, vous savez, j'aime être au Maroc. Mais vous devez réaliser qu'ils viennent, et après un certain temps, ils n'apporteront pas seulement une religion différente avec eux, mais aussi des opinions politiques différentes. Donc, l'Europe ne pourra pas avoir cette politique axée sur les valeurs sur lesquelles elle pense être les bons. Ce ne sera plus possible. Cela s'épuisera. Cela s'épuisera. Cela ne peut pas avancer. Pourquoi un enfant d'origine turque devrait-il avancer pour nous? Pourquoi mourir pour nous? Revenir avec une jambe en moins ou aveugle? Je veux dire pourquoi? Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Donc, vous savez, nous avons une pénurie dans la Bundeswehr. Les gens ne veulent pas aller à la Bundeswehr. Nous avons maintenant des enfants dans la Bundeswehr qui ont moins de 18 ans, vous savez, parce que nous ne pouvons pas les trouver. Dans l'armée allemande. Oui, oui, oui. Maintenant, il y a toute une discussion sur la question de savoir si nous devrions avoir une armée de mercenaires. J'aime aussi que les Français aient des unités employées de l'extérieur et des choses comme ça. Donc je pense que non. Je pense qu'il y avait un mot Kriegstüchtigkeit. Et vous savez, je ne sais pas comment vous le traduisez. Vous savez être prêt pour la guerre. Capacité de guerre. Capacité à faire la guerre. Capacité à faire la guerre. D'accord. Si c'est la bonne expression, Tüchtigkeit, capacité, l'Allemagne ne sera jamais cela. Eh bien, c'est bien. Ceux qui votent pour le Parti vert, ils ne vont pas à la guerre. Those who vote for the Green Party, they don't go to war. They only want the war somewhere else. Ils ne veulent qu'une guerre ailleurs. Non, cela n'arrivera pas. L'Europe ne peut plus le faire. C'est un continent fatigué. Et non, je pense que rien des 800 milliards ne deviendra réalité. Et tous ces grands plans de militarisation ne viendront pas. L'intégration de l'armement ne viendra pas. Je veux dire,
Comment voulez-vous qu'un soldat français conduise un char allemand? Je veux dire, c'est tout simplement impossible, et cela ne viendra pas. Cela n'arrivera pas, et c'est une bonne chose. J'aimerais bien une Union européenne beaucoup moins centralisée et qui voit la diversité en Europe comme l'une des forces de l'Europe. Oui, et pas cette volonté de tout uniformiser partout. Tout pareil. Et vous savez ce que nous voyons maintenant? Cette volonté est immédiatement associée à l'idée qu'il faut être militairement fort. Oui, Et ça, je n'aime pas. je ne comprends pas pourquoi l'Europe n'apprend jamais de son propre passé. Chaque fois que quelqu'un essaye d'unifier le continent, de le rendre homogène, cela se termine par une guerre. À chaque fois, sans exception. Without fail. Absolument. Absolument. Oui, c'est un bon argument. Oui, c'est vrai. Et vous savez, j'ai parlé hier aussi. Et j'ai dit, vous savez, réalisez-vous pour l'Allemagne, parce que c'est une question germanophone. J'ai dit que l'Allemagne et l'Autriche, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, étaient beaucoup à propos de qui contrôle l'Ukraine. Et c'était tout pour profiter des divisions en Ukraine entre l'Est et l'Ouest, afin de la contrôler. La Première Guerre mondiale n'était-elle pas comme celle-ci? Nous avons même interrompu le cessez-le-feu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, nous le faisons à nouveau. C'est incroyable. Et nous semblons ne pas en tirer des leçons. Nous perdons. Je dois presque dire, heureusement que nous perdons, car je pense que c'est une politique terrible que nous avons là. Je me demande toujours comment désamorcer la situation, car c'est bien sûr toujours extrêmement dangereux. Et comment désamorcer cette mentalité de guerre en Europe qui semble simplement s'emballer. Elle s'alimente elle-même. C'est pire maintenant, 3 ans après le début de la guerre, qu'au début, et c'était déjà horrible au début. Vous savez, je n'en suis pas si sûr. Vous savez, je pense que toutes les choses qui se passent ne sont pas dangereuses pour l'extérieur, assez curieusement, parce que nous ne pouvons pas mettre en œuvre ce que nous disons. Cela ne fait que nous nuire. Nous dépensons de l'argent pour quelque chose dont nous n'avons pas besoin, et nous sommes du mauvais côté d'une guerre, et des choses comme celle-ci. Mais nous ne pouvons pas vraiment le changer. Nous n'avons pas les moyens militaires pour continuer la guerre. Nous n'avons pas les moyens militaires pour vaincre la Russie, et ainsi de suite, sans les États-Unis, et nous ne le ferons pas. Je pense que nous ne le ferons jamais, et c'est une bonne chose. Je veux dire, je vois ce que vous voulez dire. D'un autre côté, une partie de la politique européenne a été extrêmement préjudiciable et responsable de ce qui est arrivé à l'Ukraine et à la Russie. Et ils ont perdu environ 1 million de personnes au total. Ce n'est pas une partie insignifiante, n'est-ce pas? Mais c'était l'Europe comme un appendice des États-Unis quand cela s'est produit. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent pas. Je veux dire, quand vous regardez la déclaration conjointe après la réunion du 6 mars, il n'y a rien sur l'envoi de gardiens de la paix armés. Il n'y a pas un mot à ce sujet, vous savez, parce que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord là-dessus. Et il n'y a pas un mot à ce sujet. Vous savez, Kallas voulait avoir un fonds rapide de 20 milliards pour envoyer des armes à l'Ukraine. Pas un mot à ce sujet. Vous savez, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas. Ce ne sont que des mots méchants. Et c'est tout. C'est vraiment une trahison des Ukrainiens, non? Oui, c'est le cas. Et vous savez, Zelensky l'a compris. Je veux dire, il ne nous a pas soutenus. Il est allé à Jeddah et il l'a accepté. Vous savez, c'est très intéressant. De plus, les Ukrainiens ont réalisé ce qui est très important. Vous savez, la Rada, le Parlement, a envoyé une lettre par-dessus la tête de leur président au président Trump, disant qu'ils accueilleraient favorablement son initiative de paix,
sachant que cela signifiait la division du pays. C'est ce qu'ils ont fait. Je veux dire, Zelensky est hors jeu. La seule raison pour laquelle il est encore là, c'est parce que personne ne veut prendre sa place tant qu'il n'a pas signé cela, ce qui est essentiellement une capitulation. Vous savez, c'est ce qu'il doit signer. Et le lendemain, il disparaîtra. Can I ask you about this? First, your assessment of the Puis-je d'abord vous interroger sur votre évaluation du processus en cours, ce processus de négociation de paix, qui se présente sous diverses formes. Deuxièmement, j'ai eu une conversation hier avec Nikolai Petro, et il a dit qu'il y a un danger très réel, que si M. Zelensky commence réellement à envisager de signer cette déclaration de reddition, quelle qu'elle soit, il sera renversé par l'ultra-droite, et que l'armée ukrainienne pourrait à ce stade prendre le parti des extrémistes. À quel point pensez-vous que ce scénario est probable? How likely do you think that scenario is? Je veux dire, je pense que la vie politique de Zelensky, et peut-être aussi sa vie physique, est en danger. Je veux dire, il ne survivra pas à une défaite, parce qu'en fin de compte, c'est une défaite. Il est responsable de la mort de tant de jeunes. Vous savez, la plupart des familles n'ont qu'un seul enfant. Il doit y avoir une énorme amertume là-bas. Oui, et je pense que ces gens veulent la paix. Ils n'osent pas le dire. Je pourrais même imaginer qu'aujourd'hui, en Ukraine, Trump est plus populaire que n'importe quel autre politicien. Oui, je le pense. Ce n'est pas que je le comprenne, mais les gens veulent la paix, et c'est la seule chance d'avoir la paix. Et je pense que le grand danger pour eux est que l'Ukraine devienne ingouvernable par la suite. Et ce n'est pas, vous savez, nous avons environ 300 000 forces de milices, armées, et des choses comme celle-ci. Mais en général, ça s'effondre. Et vous savez, qui comble le vide? Et puis les oligarques, et toute la corruption, et toutes ces choses. Donc je pense que le reste de l'Ukraine aura beaucoup de mal à se maintenir. Très difficile. Et cela nous coûtera beaucoup parce que nous recevrons les réfugiés et nous devrons faire quelque chose d'humanitaire là-bas au moins. Les gens n'auront pas d'électricité. C'était déjà avant le pays le plus pauvre d'Europe, c'était la Moldavie. Maintenant, c'est définitivement le pays le plus pauvre avec d'énormes dettes partout. Et je ne pense pas que l'Ukraine ait beaucoup de chances de survivre. Je ne sais pas. Vous savez, certaines personnes disent qu'une Ukraine réduite ne survivrait pas. Mais je continue de penser que l'Autriche d'aujourd'hui est une Autriche réduite par rapport à ce qu'elle était il y a 120 ans. Et elle survit. Donc je pense que tant qu'il y a la paix, il y a des voies économiques possibles. Je pense qu'il y a plus de divisions en Ukraine qu'il n'y en avait dans cette petite Autriche. Vous savez, Deutsche Österreich, il l'appelait Deutsche Österreich. Il y avait une identité, et ils n'avaient pas ce problème entre eux. Bien sûr, la guerre civile, non, n'oubliez pas qu'ils ont eu la guerre civile après la Première Guerre mondiale. Et c'était pendant longtemps ingouvernable. Mais je pense que peut-être l'Ukraine, je ne sais pas, je leur souhaite le meilleur. Mais je pense que je ne parierai pas gros. Vous savez, on m'a aussi demandé hier à propos des garanties de sécurité. Et j'ai dit que la Russie n'accepterait jamais des soldats de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Que vous les appeliez casques bleus ou non, cela ne passerait pas. Et cela ne viendra pas. Et nous savons que la position de Trump sur ce point est contre. C'est pourquoi il a accusé Zelensky de vouloir une troisième guerre mondiale. Souvenez-vous, quand ils ont eu des problèmes parce que Zelensky le voulait. Donc il ne le permettra pas, et les Russes ne le permettront pas. Ces deux personnes vont gouverner la situation. Je veux dire, ils vont maintenant ensemble au Conseil de sécurité sur la Syrie. Pouvez-vous imaginer? Je veux dire, jusqu'où cela est-il déjà allé? Pas avec nous. Ils y vont avec les Russes. Donc vous savez, le vrai problème est que lorsque vous avez un accord de cessez-le-feu ou un accord de paix, rarement un accord de paix,
généralement un accord de cessez-le-feu, ils seront stables, non pas parce qu'ils sont justes, car il n'existe pas d'accord de paix juste. Pas à cause de cela. Ils sont stables, parce qu'aucun des deux camps ne peut se permettre de changer le statu quo décidé. Soit ils sont militairement trop faibles, soit le risque de recommencer une guerre est bien plus grand que tout gain qu'ils pourraient avoir. Donc la Russie, je ne pense pas, aurait intérêt à continuer la guerre. Ils veulent garder la Chine et l'Inde de leur côté. Ils veulent avoir les pays des BRICS de leur côté. Ils ne comprendraient pas s'ils rompaient cet accord de paix. Et je pense que l'Ukraine est tout simplement trop faible. Donc je pense que c'est stable en soi. Vous aurez des infractions, vous savez, il y aura de petites provocations, des choses comme ça, mais en général, ce sera stable. Pouvez-vous penser à un autre conflit dans lequel vous avez été impliqué en tant que négociateur ou autrement, où la question des garanties de sécurité était aussi importante qu'ici? La question des garanties de sécurité me semble tellement étrange. C'est si bizarre parce que je peux tout simplement pas la comparer à autre chose. Et vous savez, la meilleure garantie de sécurité que vous puissiez obtenir, c'est si personne n'a intérêt à vous attaquer. Aucune garantie neutre. Ils pourraient avoir un intérêt, mais le risque de faire est trop grand. Vous voyez, commencer une guerre est une grande affaire. Maintenant, la plus grande guerre à laquelle j'ai participé, qui est la plupart des guerres sont des guerres interétatiques, mais c'était bien sûr l'Iran-Irak. Et puis, quand nous avons eu le cessez-le-feu, d'ailleurs c'était du Conseil de sécurité de l'ONU, 588, ils l'ont accepté. Tout ce qu'il y avait, c'était une mission de surveillance des Nations Unies. Il n'y avait rien d'autre que des personnes non armées. Je veux dire, ils avaient seulement une arme de poing, je veux dire, un pistolet, des choses comme ça. Ils n'avaient pas d'autres armes. Ils avaient quelques hélicoptères et ce genre de choses, et ils ont survolé la frontière convenue et marqué qu'ils la violeraient. Mais il n'y avait pas de soldats pour les séparer. Ce n'est pas possible avec ces grands pays. Ce n'est pas possible parce que leurs armées sont grandes, et ce n'était possible que si les deux parties acceptaient de faire ce travail. Donc je pense que je pourrais imaginer quelque chose comme ça. Des personnes non armées, l'OCDE ne pourrait pas le faire. Ce doit être l'ONU qui patrouillerait cette frontière. C'est juste une mission de surveillance. Oui. Une mission de surveillance, rien de plus. Pas pour faire rapport au Conseil de sécurité sur les infractions et des choses comme ça. Mais je pense que c'est seulement possible lorsque la probabilité d'infraction est relativement faible. Si elle est énorme, vous devez les rétablir parce que c'est trop dangereux pour eux et ils ne peuvent rien faire. C'est seulement cette chose occasionnelle qui se produit. Et je pense que ce serait le cas en Ukraine. Vous savez, il n'y avait pas de grande force séparant l'Iran et l'Irak. Et c'était de grands pays, vous savez, avec de grandes armées, assez lourdement armées. Et donc c'était seulement le genre de choses symboliques qui les maintenait à part. Et je pense que cela pourrait être la même chose en ce sens qu'il n'y aura pas de casque bleu armé ou une sorte de zone qui n'appartient à personne. Et vous savez, non, je ne pense pas que cela va arriver. Eh bien, toutes les guerres se terminent. La question est simplement comment et quand. Et espérons que cela se termine bientôt. Michael von der Schulenburg, merci beaucoup. Je pense que nous sommes très proches. Je dois dire que je connais un peu les négociations. C'est fait de manière extrêmement professionnelle par les Américains. On pense toujours que Trump est un homme fou, mais pas dans ce cas. Pouvez-vous expliquer un peu? Très intéressant. À qui il a parlé en premier? À qui il a parlé ensuite? Comment il a tordu les bras des gens? Je veux dire, faire la paix n'est pas une chose agréable.
Et je veux dire, très bien fait, professionnellement. Et je suis sûr que Poutine suivra Trump. Absolument sûr. Ce que Poutine a dit dans cette interview, je ne sais pas. Avez-vous suivi cette interview? J'ai lu la transcription de ce qu'il a dit, oui. Très conciliant. Absolument. Et ce qu'il a dit, vous savez, ce qui arrive aux troupes à Koursk, ce qui se passe là-bas, c'est typiquement le genre de choses que vous négociez dans un cessez-le-feu. Typique. Je veux dire, il n'y avait rien dedans, a-t-il dit. Ce sont des détails, en fait. Oui, les Ukrainiens doivent faire de même. Les deux parties doivent faire de même. Et c'est pourquoi ils n'ont voulu que 30 jours pour négocier. Et je pense que c'est essentiellement fait. Cet accord est essentiellement conclu. Notre journal dit que Poutine ne veut peut-être pas cela, il veut se retirer, etc. Ils ne comprennent pas que ce que dit Poutine, ce sont les choses normales que vous avez dans toutes les négociations sur le cessez-le-feu. Il n'y avait rien d'autre. Il y a cet argument selon lequel les Russes ne devraient pas accepter un cessez-le-feu parce qu'il est préférable pour la Russie d'avancer sur le champ de bataille. Mais ce que nous voyons de Vladimir Poutine et aussi de M. Lavrov dans leur façon de parler, c'est comme s'ils disaient « Non, nous pouvons atteindre ce que nous voulons par des moyens diplomatiques. Par conséquent, nous emprunterons la voie diplomatique. » Absolument. Je veux dire, pour Poutine, Poutine a essentiellement obtenu ce qu'il voulait. Je veux dire, quelques kilomètres ici et là, peut-être pas. Il ne cherchait pas au départ à obtenir du territoire. Il voulait que l'OTAN parte. Il ne voulait pas avoir de troupes étrangères à sa frontière. Et il voulait avoir accès à la mer Noire. Et il voulait avoir des garanties de sécurité pour la population pro-russe, russophone, peu importe comment vous les appelez, à l'Est. Et il les a maintenant. Il a beaucoup plus que ce qu'il avait initialement visé. Et ce n'est plus contesté. Donc il sort de cette guerre comme un pays beaucoup plus fort qu'il ne l'était en y entrant. C'est une chose intéressante. Je veux dire, vraiment, il voulait démembrer la Russie. Maintenant, il négocie avec la Chine et les États-Unis sur un pied d'égalité. Vous savez, c'est fini pour lui. Alors pourquoi devrait-il le changer? Pourquoi devrait-il aller dans quelques villages du Donbass qu'il n'avait pas, ou peu importe? Je veux dire, pourquoi devrait-il céder cela? Pourquoi ne devrait-il pas être généreux? Si j'étais lui, et je pense qu'il le fera. Vous savez, les 8000 soldats qui sont maintenant encerclés à Koursk, vous savez, leur demander de déposer leurs armes, et vous pourriez même ne pas demander de reddition. Il dira, vous savez, si vous laissez vos armes derrière vous, vous pouvez tous rentrer chez vous. Et nous pourrions même vous aider. Le contre-argument est que la Russie et l'Ukraine devront vivre ensemble pendant les 5000 prochaines années. Je pense qu'il vaut mieux commencer maintenant à construire une sorte de... Et parfois avoir un mot en commun vous lie aussi, je veux dire. L'argument contraire est que les Russes ont essayé à maintes reprises des gestes de bonne volonté. Et cela s'est immédiatement retourné contre eux, n'est-ce pas? Et qu'il y a maintenant tellement de méfiance du côté russe qu'ils ne feraient plus de gestes de bonne volonté. Le croyez-vous? Non. Non. Non, 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 non. Pas dans ce cas. Pas dans ce cas. Vous savez, je veux dire, Poutine dit, vous savez, si elles ne se rendent pas, elles mourront toutes. Et je ne pense pas qu'il tuerait 8000 soldats. Non, il ne ferait pas un tel massacre. Ce serait aussi très mauvais pour lui. D'accord. Non, j'espère que non. Espérons-le. Je veux dire, vous savez, ce sont de jeunes Ukrainiens qui ne voulaient pas aller à la guerre, qui n'ont probablement même pas une éducation militaire et qui sont assis là. Vous savez, ils voient leurs camarades mourir à côté et ils veulent rentrer chez eux. Je veux dire, c'est une histoire terriblement triste. Et vous savez, ce sont généralement des familles avec un seul enfant et des choses comme ça.
single child families and things like this one. I mean, it must be awful, awful, awful. Je veux dire, ça doit être terrible, terrible, terrible. Et je vous le dis, j'ai vu des choses déchirantes dans ces guerres auxquelles j'ai participé. Ce que ça signifie pour les familles, ce que ça signifie pour les blessés. Même les soldats qui reviennent sans blessure physique, mais qui sont mentalement dans un tel état qu'ils doivent toujours s'asseoir dans une pièce sombre, et la famille ne peut plus rien faire avec eux. Je veux dire, les cicatrices d'une guerre sont énormes. Et je pense que pour chaque minute où une guerre commence plus tôt, je choisirai la minute plus tôt. Parce que ce sont juste des gens qui sont massacrés pour rien, pour absolument rien. Absolument vrai. Absolutely nothing. You're absolutely right. You're so Tu as tout à fait raison. Michael le sait. Trump is right what he says. You know, he says. Vous savez, il dit que c'est trop. Et il appelle aussi les soldats russes qui meurent. Bien sûr, c'est la même chose. Il dit, vous savez pourquoi meurent-ils? Nous devrions arrêter cela. C'est vraiment étrange parce que Donald Trump, il y a d'autres motifs, mais je pense que c'est la bonne chose à dire. I mean, I think it's the right thing to say. Donald Trump n'est certainement pas un humaniste. L'Europe ne peut pas dire ça. These are Europeans. Ce sont des Européens qui sont morts là-bas. Donald Trump est l'humaniste dans ce scénario. Il est un pacificateur dans celui-ci. This one, that's what he is. C'est ce qu'il est. Et il le fait très habilement. C'est pas une chose stupide à faire. Not a stupid thing. this is C'est une très bonne façon de terminer sur une note positive, car je sais que vous devez prendre un vol. catch a flight. Oui, c'est exact. Yes, that's right. Flight back to Brussels. That's Je dois dormir un peu, car je pense que je n'ai dormi que 2 heures. never, yeah. Okay. Michael von der Schulenburg, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que nous parlerons à nouveau, et je mettrai un lien vers vos diverses initiatives. And if you can get also, Si vous pouvez nous aider à organiser quelque chose ici, à Dialogue Asie Europe, où nous aurions un événement comme celui-ci, avec 2 ou 3 personnes d'Asie, pour venir ici et partager leurs perspectives sur l'ensemble de la situation. speak their perspective on the whole thing. I'll be happy to Je serai heureux de vous recommander des personnes très très compétentes. Très heureux. Merveilleux. D'accord. Merci Michael. Tout le meilleur. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. take care. Thank you. Bye-bye. Au revoir, salut.